La paix soit avec vous, chronique numéro 13. Dans cette chronique, je vais essayer de traiter à travers les événements du Donbass, donc toujours la problématique ukrainienne. Et je vais me servir du conflit du Donbass comme un élément, voire une map monde euh, du conflit généralisé. Alors pourquoi je me sers du Donbass? Je vais poser la question. Parce que finalement, au fond, la République populaire du Donbass et la République populaire de Lugansk nous amènent à réfléchir sur l'histoire économique des différents blocs de pays impérialistes. Alors pour planter le décor et pour étayer ce que j'ai avancé sur le titre de cet audio, je vais commencer par le commencement. Alors, durant la Première Guerre mondiale, à savoir bien entendu la guerre de 14-18, nous avions à l'époque deux blocs de pays impérialistes, de force à peu près plus ou moins égales, qui se sont effectivement affrontés pour les marchés, les ressources, bien entendu des matières premières, et les colonies. Nous avions bien entendu compris que la victoire du bloc franco-anglais, qui à mon sens est tellement évident, vu aujourd'hui ce qu'il est devenu, et pourtant ne l'était pas du tout, je dirais, tout autant pour les contemporains de l'époque, y compris même, je dirais, les marxistes. Nous avons par exemple le bolchevique Lev Kamenev, qui par exemple avait plutôt pronostiqué une certaine victoire de l'Allemagne. Donc vous voyez que les choses ne sont pas si simples, et qu'il est difficile de faire des plans sur la comète ou des pronostics de l'avenir. Alors restons dans le giron de la Première Guerre mondiale. Donc en 1914, une lutte à mort oppose, je dirais, deux bases d'accumulation capitaliste ayant leurs centres respectifs, à Londres et à Berlin, et ayant l'une et l'autre atteint les limites absolues de leur expansion géographique dans les années 1870. Alors, on peut considérer que ces deux forces butant chacune sur les frontières de l'autre. Le dernier acte de cette expansion avait été, je dirais, la division du continent africain dans les années 1880-90 entre les différentes grandes puissances. La France, le Royaume-Uni, son vassal portugais, l'Allemagne par exemple, Belgique, et pour neutraliser bien entendu le Congo, l'Italie, etc. La liste serait longue. Donc la conséquence de tout cela, c'est le clash entre ces deux grandes divisions du travail, donc l'allemande centre-européenne et l'anglo-franco-américano-japonaise. Aura été la cause de la Première Guerre mondiale, comme du reste de la Seconde. Et je dirais qu'après celle-ci, en 1945, il n'y a plus qu'un seul système de production et d'accumulation capitaliste, laissant le champ libre à la direction états-unienne. Alors à la fin des années 40, ce système a incorporé les anciens systèmes européens et japonais. Dans les années 70, les anciennes colonies et dans les années 80, la Chine et les démocraties populaires de l'Europe de l'Est. Et enfin, au début des années 90, l'Union soviétique. Alors la politique réactionnaire, on peut l'établir comme ça, n'ayons pas peur des mots, puisque de toute façon dans le camp adverse, ils n'hésitent pas à utiliser tous les sobriquets. Donc la politique réactionnaire néolibérale de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, et finalement au fond lui donne sa forme définitive, son cachet, son tampon,
traduisant comme étant, je dirais, une finition aboutie et actualisée. Alors au cœur de ce système se trouve la Réserve fédérale américaine, comme, je dirais, organe produisant la devise de réserve mondiale, se traduisant bien sûr par différentes institutions comme le FMI, le Fonds monétaire international, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et la Banque mondiale. Alors à partir de 2008, je dirais qu'il est entré dans une période de crise très profonde, ce qu'on appelle systémique, et dont effectivement j'ai pu traiter dans d'autres audios. Donc nous avons, par voie de conséquence, au niveau économique, un processus de décadence, je dirais, inexorable. Alors, quand je parle de décadence, je ne parle pas de décadence sociétale, bien que cela peut l'accompagner, mais je parle de décadence en matière de calcul économique. Alors, comme le résultat, je dirais, de cet effondrement, les élites capitalistes de certains pays ont pu commencer, je dirais, à remettre en compte ou remettre en cause, euh, voire même à défier les règles du jeu mises en place par Washington, parce que le système tel qu'il l'était n'était plus aussi attractif qu'avant la crise. Ceci étant, nous avons donc deux blocs engagés dans un face-à-face mortel, comme en 14, mais une situation absolument nouvelle et sans équivalent historique. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont un peu perdus. On le voit bien parce que le système commence à se fragmenter et à tomber en pièces, avec des groupes capitalistes organisés en États-nations, en organisations supranationales ou régionales. Nous avons par exemple l'ALBA, l'Union africaine, la coopération asiatique de Shanghai, les fameux BRICS et leur nouvelle banque de développement, les pays du Golfe via l'OPEP, la Ligue arabe, puis d'autres je dirais sous-structures ou filiales, dont la liste serait longue et fastidieuse. Bon, donc tout ce petit monde faisant partie, je dirais, de la position adverse, essaye de remettre en cause et de reformuler le cadre établi, tandis que d'autres, comme les comités régionaux de Washington, parlent effectivement d'un certain consensus que les autorités américaines auraient garanti. Par contre, les États-Unis, aujourd'hui, au contraire, je dirais, défendent bec et ongle le statu quo et cherchent à punir quiconque porterait atteinte au sacro-saint principe. Bon, ceci n'est pas à remettre en cause à la lumière de l'actualité. Alors, tout cela pour finalement, au fond, considérer que les conflits que nous observons dans le monde actuel reposent donc sur les contradictions internes à ce système post-45, plutôt que, je dirais, sur la confrontation entre deux bases distinctes d'accumulation capitaliste et leurs systèmes respectifs de division du travail, comme c'était par exemple le cas en 1914, voire même en 1939. Alors aujourd'hui, n'ayons pas peur d'employer les mots tels qu'ils le sont, puisque ceux-là même que je pointe du doigt le revendiquent. Nous avons aujourd'hui l'impérialisme actuel comme système mondial. Lénine l'avait bien compris, il l'avait bien expliqué en son temps. Donc ceux qui présentent, je dirais, le conflit actuel en Ukraine comme une guerre à la 1914 entre impérialisme US et russe ont des compétences d'analyse du niveau propagandiste russe. Dimitri Kiselev, par exemple, qui a menacé l'Amérique d'être réduite en cendres nucléaires.
La Russie et les États-Unis ne sont absolument pas comparables en termes de puissance économique. Ils ne jouent pas clairement, je dirais, dans la même catégorie. C'est pour ça qu'il est difficile de pouvoir les comparer sur certains aspects. Bon, je dirais que même il n'existe même pas, à vrai dire, d'impérialisme russe ou d'impérialisme américain au sens de 1914. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un système impérialiste mondial, organisé, hiérarchiquement bien entendu, avec l'impérialisme américain à sa tête. Donc finalement, les États-Unis seraient la locomotive de tête. Il y a une classe capitaliste russe qui structurellement ne réside pas au sommet, ni même à l'étage juste au-dessous, et qui cherche à s'élever dans cette hiérarchie et se trouve, je dirais maintenant, de plus en plus effrayé par sa propre audace après s'être heurté à la résistance d'un Occident uni. Bon, alors imaginons, ayons une lecture un peu aussi objective, puisqu'on me reproche souvent de ne pas être objectif, parce que c'est vrai que j'ai un peu de déférence à l'égard de Poutine, mais essayons aussi également de ne pas hésiter de les gratiner quand il le faut, dans la bienséance, en étant constructif. Donc imaginons un instant que la Russie soit réellement un pays impérialiste, un peu comme l'impérialisme pouvait être défini au jour de la Première Guerre mondiale. Alors, cela voudrait dire qu'elle serait comme l'Italie à l'époque, avec son impérialisme mendiant. Cet impérialisme russe aurait des intérêts en Ukraine, liés en premier lieu au transport des hydrocarbures, et dans une moindre mesure à des actifs industriels. Mais à la réflexion, pour autant, je dirais que ces intérêts ne se justifient pas ou ne justifieraient pas qu'elle risque délibérément une détérioration de ses relations avec l'Ouest. N'oublions pas cela, je dirais c'est une donne à prendre en compte. Par exemple, dans la crise ukrainienne, l'élite capitaliste russe n'a pas suivi une stratégie impérialiste délibérée. Elle n'a fait que répondre aux défis d'une situation critique, évoluant très rapidement. Sa réaction a été assez tiède, voire timorée. On peut même considérer, non sans une contradiction, ou même, voire même à la limite inconsistante. Mais elle a, pour le coup, démontré, pour un observateur attentif, son absence de, je dirais, de stratégie. Alors qu'effectivement la situation évoluait très vite après le coup de force, donc la chute, le coup d'État finalement de Poroshenko sur Yanukovych en Ukraine et le début du soulèvement en Crimée et dans le sud-est. La direction russe s'est trouvée face à un terrible dilemme. Ne pas intervenir, ne pas soutenir les populations de Crimée et du Donbass, finalement au fond signifierait perdre toute légitimité aux yeux de sa propre population, je dirais dans un contexte de détérioration économique avec son corollaire de crise politique beaucoup plus forte néanmoins qu'en 2011. Mais intervenir signifierait effectivement rompre avec l'Ouest, avec des conséquences non seulement imprévisibles, mais à la clé, une éventuelle, je dirais, engagement d'une euh, guerre, je dirais une quatrième guerre mondiale, puisqu'on parle déjà de troisième étant à la fin, donc une quatrième guerre mondiale conventionnelle, avec troupes au sol. Alors finalement, au fond, la Russie a choisi l'option intermédiaire, intervention en Crimée, mais pas dans le Donbass. Après, justement, moult observations et puis conseils à l'égard des experts, la Crimée c'était possible étant donné que le référendum était revendiqué par plus de 80% de la population qui était russophone. Ça c'est pour certaines analyses des faits qui se sont déroulés. Cependant, je voudrais dire que lorsque le soulèvement du Donbass a évolué d'une forme pacifique à une forme
armée, la Russie a dû offrir son assistance parce que l'écrasement militaire des rebelles avec son consentement passif aurait porté un coup terrible à l'image des autorités russes dans le pays. Et qui plus est, avec la disparition de ces deux républiques, rien n'aurait empêché, je dirais, les manœuvres d'une armée ukrainienne dirigée sous faux drapeau par Washington, à la frontière de la Russie. Mais je pense que par les autorités, ce soutien a été apporté à contre-cœur. N'oublions pas que Poutine, appelant publiquement le peuple du Donbass à ne pas organiser de référendum pour l'indépendance des républiques, et l'aide militaire significative ne commençant réellement qu'après la perte de Slaviansk, lorsque la capitale de Donetsk était menacée de tomber aux mains de l'armée ukrainienne. Et quand on dit armée ukrainienne, on sait pertinemment que ce ne sont que les armées de l'OTAN qui sont derrière eux. L'armée ukrainienne n'est que finalement un cache-sexe de la poudre de perlimpinpin. Alors, malgré cela, ce soutien a suscité l'insatisfaction et même la résistance d'une grande partie de l'oligarchie russe, qui ne rêve pas de restaurer l'empire tsariste ou éventuellement un certain empire soviétique décomplexé du marxisme, mais d'un partenariat mutuellement bénéfique avec les Occidentaux. On peut effectivement, dans ce genre de situation qui force le respect pour les individus dans ces petites républiques, qui nous fait penser un petit peu à la Gaule, et en même temps, cela nous oblige à faire des parallèles de réflexion sur les histoires passées, telles que par exemple l'Espagne de 1936, l'Irlande de 1916 ou Rojava de 2015. Alors la question que beaucoup de gens me posent, c'est est-il possible de soutenir les républiques populaires du Donbass alors que le régime bourgeois russe essaie d'instrumentaliser la révolte et de l'utiliser pour ses propres intérêts géopolitiques? Essayons de répondre, je dirais, à cette question par une analogie historique qui, selon moi, serait peut-être plus appropriée que celle qui pourrait être, je dirais, comparée à la Première Guerre mondiale. Alors en 1936, pour planter le décor, donc en Espagne, donc il y avait une guerre civile. Imaginons que l'URSS, pour une raison ou une autre, n'ait pas pu fournir d'assistance à la République espagnole et que la France et la Grande-Bretagne bourgeoise, au contraire, l'aient fait, et qu'elles aient fourni du matériel militaire et de l'aide humanitaire, prêté de l'argent et même envoyé, je dirais même des experts militaires, comme le font aujourd'hui les États-Unis en direction de Kiev, euh, pour aider l'armée et la police républicaine. De fait, c'est ce qui a indirectement été fait, n'empêchant pas les départs des brigades internationales de toutes sortes, d'antifascistes, comme nous avons, rappelez-vous, André Malraux, tout en affirmant officiellement la non-intervention dans le conflit en tant qu'État. Donc, rappelez-vous, la France, même les différents partis de gauche n'avaient pas, les grandes organisations avaient décidé d'être non interventionnistes. Alors naturellement, je dirais que les élites capitalistes de Grande-Bretagne et de France n'auraient fait cela que pour servir leur propre but, ce qui me semble tellement évident. Retenir l'Espagne dans leur propre système d'investissement et d'échange commercial, dans un contexte de confrontation croissante avec le bloc allemand, les révolutionnaires et les progressistes auraient-ils alors dû, sur cette base, refuser de soutenir la lutte antifasciste des républicains espagnols? Alors bien sûr que non. Soyons logiques, on sait pertinemment que de toute manière, même si on peut avoir des différences, c'est ce qui se
pas associé avec mon soutien à l'égard de Vladimir Poutine. Je ne suis pas stupide, je sais pertinemment qu'il n'est pas marxiste et encore moins communiste. Mais sa position, je dirais, oui, on peut dire ça, inspire le respect. Alors, nous avons un autre exemple, hein, par exemple l'insurrection par exemple, de Pâques en 1916 en Irlande, rappelez-vous, contre l'Empire britannique. Toute personne se qualifiant de révolutionnaire ou progressiste ne peut que rendre honneur à cet épisode héroïque, je dirais, de la lutte anti-impérialiste du peuple irlandais. Pourtant, l'une des principales factions, rappelez-vous, du soulèvement, la fameuse fraternité républicaine irlandaise, ce qu'on a appelé Irish Republican Brotherhood, avait décidé au début de la guerre mondiale, en 1914, de lancer la révolte en acceptant toute aide que l'Allemagne voudrait bien lui apporter. Et l'un de ses représentants s'était rendu en Allemagne et avait obtenu l'accord du gouvernement pour, je dirais, cette assistance. Et celle-ci ne put finalement pas être fournie uniquement parce que le navire allemand transportant les armes fut coulé par, bien entendu, la flotte britannique. Rappelons-nous également, Lénine a pourtant soutenu inconditionnellement la rébellion irlandaise en dépit du fait qu'elle était beaucoup moins prolétarienne que l'actuelle révolte du Donbass. Et il y avait à cette époque, je dirais, des gens de gauche, des socialistes, pour qualifier ce soulèvement de putsch, de mouvement purement urbain, petit bourgeois, n'ayant au-delà de la sensation qu'il a pu causer aucun soutien social. Rappelez-vous, je dirais, la réponse de Lénine, qui à cela précisa que quiconque qualifie cette révolution de putsch ne peut être que ce soit un réactionnaire patenté, soit un doctrinaire désespérément incapable d'envisager la révolution sociale comme un phénomène vivant. Alors, c'est-à-dire que, en dépit du soutien allemand évident aux yeux de tous, sans même parler du fait qu'un tel soulèvement sur les arrières de l'Empire britannique ne pouvait jouer qu'en faveur de l'impérialisme de Berlin. Les révolutionnaires et les progressistes authentiques ont soutenu les républicains irlandais. Et ils ont soutenu nonobstant le fait que les nationalistes bourgeois et petits bourgeois combattaient aux côtés du socialiste James Connolly et de ses partisans. Bien entendu, Connolly disait clairement qu'une déclaration d'indépendance sans instaurer une république socialiste serait vain. Mais les socialistes de Donbass disent plus ou moins la même chose. Pourquoi alors l'exemple irlandais ne s'appliquerait-il pas, je dirais, au Donbass, un exemple de l'époque de la Première Guerre mondiale dont nos soi-disant Zémerwaldiens sont tellement férus? Alors, nous pouvons encore prendre, je dirais, un exemple contemporain. Ce n'est pas un secret pour personne hein, que les milices kurdes combattant Daesh, donc l'État islamique en Syrie, bénéficient du soutien des États-Unis. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Et pourtant, les milices kurdes sont d'obédience marxiste. Hein. Ils ont pour principe d'élaborer un État d'autogestion. Bon, la gauche également progressiste et révolutionnaire devrait-elle sur cette base refuser de soutenir les Kurdes de Rojava? Il est bien évident que non. Pareillement, de tout temps, je dirais que la résistance palestinienne, par exemple, contre l'aberration et l'exagération de l'occupation israélienne, a bénéficié elle aussi du soutien de toutes sortes de régimes bourgeois ou antidémocratiques au Proche-Orient. Et la proportion d'éléments avancés et progressistes au sein de la direction palestinienne a presque toujours été plus défavorable aux forces de progrès que dans le Donbass. La gauche, par exemple radicale, n'en a pas moins toujours soutenu le mouvement de libération de la Palestine. Bien que le plus souvent, effectivement, les mouvements qui ont, d'une façon embryonnaire, qui prenaient le pouvoir étaient absolument pas progressistes. Hein. Hamas n'est pas progressiste, hein, que je sache. Mais bon, c'est ainsi.
Israël aussi, dans sa création, a profité aussi, à un moment donné, dans ses premiers kibboutz, de l'aide soviétique et ensuite, se tournant vers le capitalisme, de l'aide américaine. Enfin, alors, lorsqu'il s'agit du Donbass, toute une certaine extrême gauche applique un véritable internationalisme à géométrie variable. Cherchons bien entendu, je dirais, les excuses, voire même toutes les excuses possibles, pour condamner les républiques populaires et s'autoriser à prendre une position d'indifférence pacifiste de renvoi dos à dos. Alors une telle position n'a pourtant jamais été celle de la gauche révolutionnaire. Rappelez-vous, Lénine a pu écrire que l'indifférence dans une lutte n'a jamais signifié l'exclusion de la lutte, l'abstention ou la neutralité. Une telle indifférence ne saurait être qu'un soutien tacite au plus fort et à l'oppresseur. Alors en restant de côté, dans une posture détachée, les soi-disant zimmerwaldiens, aujourd'hui, se placent en réalité du côté de Kiev, qui mène une expédition punitive contre les rebelles. Il suffit de regarder un petit peu les cartes de combat et de voir comment les forces sont disproportionnées. N'oublions pas que, rappelez-vous, nous avons un événement qui est, je dirais, effectif là-dessus, c'est que comment déterminer des guerres justes et des guerres injustes. L'attitude, par exemple, marxienne vis-à-vis des guerres ne peut être réduite à un seul exemple de 1914 voire 1918. Les marxiens, ou les marxistes, je dirais, réalistes, euh, soutiennent les guerres, par exemple, des opprimés contre les oppresseurs. Alors je sais que beaucoup de gens vont me dire, oui, mais la lecture est trop binaire. Parfois, nous sommes dans un certain manichéisme au niveau de l'information, surtout aujourd'hui, nous n'avons jamais été autant désinformés. Et on peut considérer par exemple le fait de se réfugier dans le pacifisme et l'indifférence, dans un tel cas, comme de l'hypocrisie bien pensante et d'un soutien masqué, je dirais, aux dominants, à travers la lecture, je dirais, d'une boboïtude assumée. Alors même durant la Première Guerre mondiale, les socialistes, qui ne s'étaient pas déshonorés dans la trahison et mis au service des gouvernements impérialistes, n'étaient pas simplement pour mettre fin à cet affrontement, je dirais, fratricide, dans lequel je dirais que les travailleurs d'un pays tuaient les travailleurs d'un autre pays pour les intérêts. Et finalement, au fond, faisant le jeu des étrangers à leurs yeux, de l'élite, bien entendu, capitaliste. Ces socialistes prônaient de transformer la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire. Ils appelaient les opprimés à tourner leurs armes contre leurs propres oppresseurs en faisant de l'armement de masse, du fait de la guerre, une arme pour la révolution sociale. Rappelez-vous, l'histoire a connu par le passé et connaîtra très probablement, et c'est inévitable à l'avenir, des cas de guerre révolutionnaire ou démocratique qui, tout en remplaçant toute forme de droit et de démocratie par malheureusement, et je le déplore, une certaine violence pendant la durée des combats. Ils n'en servent pas moins leur contenu et leurs implications sociales la cause, je dirais, d'une démocratie retrouvée. Par conséquent, du socialisme ou d'une réhabilitation d'un social réel. Alors, comment pouvons-nous établir aujourd'hui la Russie comme, je dirais, composante principale de l'Union soviétique, après avoir été socialiste et contribué en tout premier chef
à la victoire de l'humanité contre l'abomination fasciste, a dégénéré vers ce que les maoïstes ont qualifié, bien entendu, de social impérialisme. Socialisme en parole, impérialisme dans les faits, ce concept en réalité a souvent pu désigner, je dirais concurrément, de réalités très différentes, voire même contradictoires, voire même oxymoriques. Alors, une attitude de mollesse, voire de complaisance envers l'impérialisme occidental, de renoncement, ça je l'ai bien expliqué à maintes reprises dans mes différents audios, donc de renoncement à pousser en avant vers plus de réflexion, euh, remettre en cause, je dirais, à travers des experts, une sorte de réadaptation d'une révolution, repenser le concept de libération nationale, s'adapter aux nouvelles formes d'impérialisme dans le monde, et finalement, au fond, essayer de sortir du discours pour être dans la praxis et dans la véritable, ce que j'appelle, moyen d'action. N'oublions pas également que face, je dirais, à elle, je dirais cette époque, qu'on a pu qualifier à l'époque de guerre froide, un bloc impérialiste occidental du monde libre, d'abord très soudé sous la royauté des États-Unis, puis commençant à se fissurer à mesure que la menace soviétique faiblissait. Il n'était plus question de garantir un État-providence en Europe du fait du bloc de l'Est qui était, me semble-t-il, vaillant ou qui pouvait représenter une menace. L'URSS ayant jeté aux orties le marxisme-léninisme, pouvait commencer à apparaître comme un interlocuteur respectable, ce que bien entendu on leur fit croire, pour finalement lever la véritable intention qui fut de faire de la Russie un laquais. Ce qui a par conséquent amené à l'émergence de vassaux, je dirais, turbulents, et l'on pense en particulier à l'impérialisme français, par exemple, tissant dès cette époque des liens étroits avec l'Allemagne, la grande vaincue de 1945, qui aujourd'hui est la grande victorieuse, pour former un axe franco-allemand devenu la colonne vertébrale de l'Union européenne. N'oublions pas également, je dirais, la thèse communiste chinoise développée dans les années 70 qui voulait que le social-impérialisme soviétique soit devenu la principale menace pour la paix et les peuples du monde, amenant finalement de fait la Chine et les partis pro-chinois à se rapprocher du bloc impérialiste occidental. Et cela, bien entendu, a très vite été contesté par le mouvement, je dirais, marxiste, et n'est plus guère défendu aujourd'hui par aucun maoïste sérieux. Il est en effet absolument évident, je dirais a posteriori, au vu de cet effondrement spectaculaire en quelques années, de 1985 à 1991, que l'URSS social-impérialiste était un colosse au pied d'argile, au pouvoir de nuisance bien inférieur à celui des impérialismes occidentaux, mis à part dans quelques cas, je dirais, très localisés, par exemple l'Afghanistan, l'Éthiopie ou voire même l'Érythrée, et pouvant même, je dirais, dans sa politique sociale impérialiste, se montrer un moindre mal, voire jouer un rôle respectivement, je dirais, positif. Nous avons par exemple l'Afrique australe contre le régime sud-africain d'apartheid, à l'époque de Peter Botha et ensuite de Klerk, et l'apparition de Nelson Mandela, l'Amérique centrale contre les satrapies fascistes qui régnaient alors, sans même parler d'en faire la menace numéro une. Donc, il était tout simplement impossible et proprement ridicule de mettre sur un pied d'égalité avec le bloc impérialiste du monde libre qui ravageait alors l'Afrique, l'Asie, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et les Amériques de ces guerres, y compris bien entendu entre alliés du bloc comme au Biafra, entre impérialistes français et anglo-saxons, et de ces dictatures sanguinaires des juntes sud- et centre-américaines, Mobutu,
M. Artaud, etc. Bon, pas bon. Mais finalement, au fond, exploité, je dirais, dans un cadre d'une division internationale du travail, les pays satellites de l'URSS n'en bénéficiaient pas moins parallèlement d'une politique de largesse, visant à prévenir l'action conjointe du mécontentement populaire et des éléments, je dirais, anticommunistes, et à la prise de pouvoir de réformateurs qui les feraient passer dans le camp occidental, comme cela a failli se produire en Hongrie et en Tchécoslovaquie. C'est par exemple en ce qui a conduit Moscou, en échange d'une spécialisation dans la fourniture du sucre, à soutenir à bout de bras l'économie cubaine. Donc les effets de la fin de ce soutien se feront durement sentir dans les années 90. Rappelez-vous le diplomate Mikoyan qui a affirmé en aparté que soutenir un autre Cuba dans les Amériques mettrait l'économie soviétique à genoux. Nul n'aura jamais vu de telles pratiques de la part des États impérialistes tout court. Donc, effectivement, on pourrait traduire l'objectif premier et de piller au maximum l'économie de ces semi-colonies en tentant certes d'y éviter l'explosion sociale, se traduisant bien entendu par une révolution anti-impérialiste, dans un socle assez frais, s'étant sorti du marxisme, et faire en sorte que, effectivement, ces peuples, par le mécontentement, n'aient pas la tentation d'y retourner. Et tout simplement, je dirais, éviter une instabilité systémique qui rendrait, je dirais, une production impossible. Et ceci d'abord est avant tout par la force brute, ce qu'on peut appeler l'apport du despotisme comprador criminel, des coups d'État, des interventions militaires directes ou indirectes, et non en acceptant, je dirais, de réduire sa part du gâteau pour permettre une politique de développement et de bien-être social, ce à quoi il ne résout qu'en dernière instance, comme les pays bolivariens de l'ALBA ou certains pays arabes. Plus que l'impérialisme, l'on peut légitimement se demander s'il n'était pas possible de parler d'une sorte de clientélisme international, avec bien entendu une contrepartie économique. Alors l'URSS devant y gagner quelque chose, bien entendu, et accompagné d'une certaine limitation de sa souveraineté, à laquelle des pays lointains et stratégiques comme Cuba ou le Vietnam pourraient toutefois partiellement y échapper. Bon. N'oublions pas également que la Russie, l'URSS, a donc, comme je dirais, vu précédemment, perdu la guerre froide entre, je dirais, le milieu des années 80 et le début des années 90, car cet effondrement s'est effectué par étapes, voire par paliers. Cet effondrement a été possible qu'à partir, je dirais, de la non-croyance dans le communisme, à partir des années 80, de ses représentants politiques, du Politburo. Alors suite à cette défaite, il est effectivement possible de dire oui, effectivement, qu'elle s'est trouvée vassalisée par le camp des vainqueurs. Le bloc occidental dirigé par les États-Unis, comme avaient pu l'être les vaincus, donc en l'occurrence l'Allemagne, l'Italie, le Japon, qui ont été des pays complètement réorganisés par la volonté américaine, mais aussi ce qu'on peut appeler les vainqueurs exsangues, donc la France, le Royaume-Uni, de 1945. La Chine était alors, quant à elle, je dirais totalement dans cette position en raison de la ligne erronée mentionnée plus haut, je dirais, et suite à la contre-révolution après la mort de Mao jusqu'en 1989, en tout cas, ce qu'on peut en définir à travers l'histoire. Et c'est, je dirais, cette tendance que s'efforce de renverser Vladimir Poutine, car il en est conscient. Il est bien conscient que le projet de Brzezinski doit être mis en place et que la Russie
coûte que coûte, doit rentrer dans les rangs et accepter son rôle de vassalisé ou de laquais. Et donc Poutine, depuis son accession au pouvoir de 99 à 2000, sans mettre en avant pour autant la moindre option anticapitaliste, bien au contraire, la ligne officielle est que celui qui ne regrette pas le système soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui prétend y revenir n'a pas de cervelle. Rappelez-vous. C'est bien sûr, je dirais, sur les critères les plus capitalistes qui soient, accès à la fortune, à la consommation, au luxe, etc. Je dirais que se mesure le succès du renouveau russe. Alors, vous voyez, je suis capable quand même de faire une analyse un peu, je dirais, vitriolée du parti de Vladimir Poutine. Je ne suis pas stupide. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, s'il était déjà impossible, je dirais même ridicule, de prétendre que l'URSS était une ennemie impérialiste de l'humanité, équivalente au monde libre occidental du temps de la guerre froide, je dirais que c'est a fortiori encore plus vrai de la Russie aujourd'hui. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir la propagande, peut-être été à juste titre, hein, la propagande qui était faite contre l'Union soviétique aujourd'hui. On a juste à changer le mot de l'Union soviétique par la Russie. Alors que dans la réalité, ces deux systèmes sont complètement oxymoriques. Mais enfin bon. Alors je dirais que même, soyons logiques à la rigueur, si les impérialistes occidentaux ont un challenger global qui commence à réellement faire le poids, c'est plutôt la Chine finalement au fond, hein, qui a rompu après les événements de 89 avec sa politique de servilité envers l'Occident. C'est assez étonnant. Alors d'une capacité, je dirais, de projection militaire très limitée, celle-ci étant peut-être finalement la dernière force qui reste aux Occidentaux, et ce qui doit leur valoir, je dirais, notre rejet absolu. Il n'en est pas moins militairement inexpugnable, je dirais même en laissant de côté l'arme nucléaire, qui signifierait la fin de l'humanité, n'importe quel assaillant serait laminé et on se retrouverait plongé dans un Vietnam puissance 1000. Et même le bijou qu'affectionnent absolument les capitalistes, donc qui est la définition de l'économie rapine, et sur le plan économique, elle a réellement commencé à déployer une puissance qui associe euh, la diplomatie tiers-mondiste de soft power, de puissance, je dirais, douce, et peut lui permettre d'isoler l'Ouest, voire carrément de tenir ses économies, euh, je dirais, comme à travers la détention de milliards de dollars en bons du Trésor américain notamment, ce qui permet justement de pouvoir tenir les États-Unis. Alors ceci, je dirais, ne faisant déjà pas de la Chine la menace impérialiste numéro un sur la planète, la Russie n'est pas du tout à ce niveau-là, soyons logiques. Et surtout, pas de prétention en matière d'analyse. Bien que je dirais que pouvant représenter une menace militaire, pour ce qu'il en est de la Chine bien entendu, beaucoup plus directe sur l'Europe sur le plan économique, si l'on regarde par exemple les investissements directs, autrement dit les capitaux entrants et sortants. La Chine ne fait qu'utiliser finalement l'arme que les Américains ont utilisée contre les autres. Alors ils font muse avec l'économie capitaliste, ils en profitent. Et c'est là où finalement, au fond, nous sommes au cœur de la notion léniniste d'impérialisme. Ceux-ci sont globalement, je dirais, à l'équilibre, ce qui est aussi le cas de la Chine d'ailleurs, officiellement du moins, en raison de l'opacité des données, car il est très difficile d'avoir des informations, je dirais, précises sur la Chine. Nous avons les informations qu'ils veulent nous laisser.
l'usage de paradis fiscaux, de plateformes ou de places financières comme Singapour, le rôle de la diaspora chinoise est effectif dans ce cas d'espèce. Tandis que, je dirais, les États impérialistes comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou même la France sont caractéristiquement beaucoup plus investisseurs qu'investis, tout en l'étant beaucoup aussi, ce qui est, je dirais, une autre caractéristique des pays impérialistes hautement industrialisés. Alors pour en revenir à la Fédération russe, qui est beaucoup trop dépendante, elle a ses moyens de pression, comme la fourniture par exemple d'hydrocarbures ou l'achat de denrées agroalimentaires, moyens de pression qu'elle utilise dans la présente crise ukrainienne, et elle aurait tort de se gêner, puisque en face, ils font de même, mais l'Occident en a de plus importantes encore. En réalité, elle est assimilable aux autres vassaux turbulents de l'ordre impérialiste mondial, du roi américain, comme la France, l'Allemagne, avec lequel elle s'est d'ailleurs associée contre la guerre en Irak, rappelez-vous, en 2003, et cherche encore à le faire en y appuyant les courants politiques les plus anti-américains, tout comme les Américains appuient les courants les plus anti-russes ou anticommunistes. Elle joue aussi depuis une quinzaine d'années la carte de s'associer avec la Chine, mais sans perdre de vue, je dirais, leurs très importantes contradictions, portant notamment sur la Sibérie où Pékin étend inexorablement son emprise économique. Ça, c'est assez intéressant parce que je vous invite à faire des recherches sur l'immigration chinoise en Sibérie. Les Russes deviennent de plus en plus minoritaires. Enfin, ce n'est pas l'objet de ma chronique. Mais c'est intéressant. Ça peut, je dirais, soulever l'objet d'une chronique également. Alors, finalement, pour terminer, je dirais que la Russie est donc, selon ce que je constate, un pays impérialiste, hein, n'ayons pas peur des mots, mais qui mène légèrement, qui se relève qu'à un cas, par Mons et par Vaux, de sa défaite au terme de la guerre froide, car cela a été un véritable traumatisme, et ne peut en aucun cas être mis sur un pied d'égalité avec les puissances occidentales dans l'analyse, je dirais, d'une situation géopolitique. Ceci étant, je dirais que sans même parler du fait que les communistes doivent dénoncer et combattre en premier lieu la politique de leur propre État et éventuel bloc impérialiste, qui en ce qui nous concerne est le bloc, je dirais, le plus puissant, qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps, et plus la pluie pour certains et le beau temps pour une minorité, le bloc occidental et l'Alliance Atlantique, bien entendu l'OTAN, qui n'a plus lieu d'exister, puisqu'elle existait, soyons logiques, pour répondre au pacte de Varsovie, qui pacte de Varsovie n'existe plus de nos jours. Alors, d'autre part, si le moment, et quoi que l'on en dise, hein, la Russie est plutôt dans une attitude défensive, c'est une des raisons pourquoi les gens, d'une manière générale, ont une certaine sympathie à son égard, ne montrant plus les dents et ne ripostant que si on l'attaque, même en Syrie, hein, où elle vient de passer à l'action et elle a garanti finalement le maintien du gouvernement légitime de Bachar el-Assad. Oui, je sais, je ne suis pas objectif, mais je préfère un régime laïque où tout le monde peut exister qu'un régime qui va détruire plus des trois quarts de la population. Mais enfin, ça c'est encore un autre problème. Donc elle défend en réalité sa base navale de Tartous, la seule dont elle dispose en Méditerranée, et même en Tchétchénie, où elle avait, je dirais, une guérilla islamiste, et jamais une république musulmane n'a été, je dirais, ainsi meurtrie pour le plaisir. Comme l'Irak, par exemple, hein, pour ne citer également, qui a été non seulement attaqué, dévasté, morcelé,
et qui finalement, au fond, ne représentait aucune menace, puisque Saddam Hussein était un bassiste et certainement pas un islamiste. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Cela pourrait changer un jour, et l'on pourrait effectivement observer un pouvoir russe engagé dans une attitude de fuite en avant, offensive, comme l'Allemagne des années 30-40 avec Hitler, n'oublions pas. Rappelez-vous ce que disait Wilson dans la Société des Nations. Avec le traité de Saint-Germain-des-Prés et le traité de Versailles, nous avons garanti la démocratie en Europe, hein. Et la suite, tout le monde la connaît. Donc, raison gardée quand il est question de mettre la Russie aux abois. Elle ne serait pas à l'abri d'un coup d'État refaisant machine arrière. Et c'est pour ça que l'attitude de la Pologne ou l'attitude de certains pays, il ne faut pas trop caresser le grizzly. Excusez-moi l'expression. Ce qui serait bien entendu, je dirais, voué à la déroute. Mais non sans semer, je dirais, sur son passage des destructions, je dirais, catastrophiques, et peut-être sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Car parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a, quel empire aurait plus à perdre que l'empire américain dans son développement? Réfléchissons bien à tout cela. Alors, le souci de conjurer une telle éventualité ne fait que renforcer notre devoir de combattre sans merci la politique de provocation incessante des États, je dirais, impérialistes irresponsables occidentaux envers Moscou. Car radicaliser Moscou, je ne trouve pas à long terme, comme il a été fait de radicaliser l'Allemagne, que cela est une bonne position. Il faut aussi réfléchir sur l'histoire. Alors, ceci étant, considère que cette petite analyse que je viens de faire devrait nous éclairer concernant les erreurs qui ont été commises dans le passé et qui effectivement ont eu des conséquences terribles dont une bonne partie du genre humain le paye encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que cette analyse était un peu longue, mais nécessaire. Je vous dis à la prochaine chronique.